risque de cancer, une consommation de fruits et de légumes, une consommation faible de sucre et de viande rouge. Il vaut mieux consommer. Je suis le docteur Louis, chirurgien digestif et président de la commission médicale d'établissement de la clinique Esquirol-Saint-Hilaire. Notre établissement participe activement à la campagne Mars Bleu dédiée au dépistage du cancer colorectal en organisant chaque année une conférence depuis 2016. Malheureusement, en 2020, elle a dû être annulée pour la raison de Covid. Mais cette année, en 2021, on a tenu à la mettre en place sous la forme de visioconférence. C'était une première pour nous. En raison de la situation sanitaire, nous pouvons vous recevoir du public, mais nous tenions à poursuivre et à fournir l'information au sujet du cancer colorectal. Nous souhaitons contacter et présenter cette information à un public le plus large possible, en particulier les personnes malentendantes. Et comme nous en avons pris l'habitude, la conférence sera traduite en langage des signes par l'équipe d'interprètes. Pour le bon déroulement de notre visioconférence, les micros et les caméras seront coupés. Vous pourrez tout de même communiquer avec nous par le biais du chat. Par ce format, la conférence sera enregistrée et elle sera diffusée et visible sur la chaîne YouTube et le site internet de la clinique, dont vous avez le lien à l'écran. Au programme ce soir, en premier lieu, le dépistage organisé du cancer colorectal par le docteur Isabelle Laville, médecin coordonnateur du Centre de dépistage des cancers du Lot-et-Garonne. Ensuite, le cancer colorectal et le dépistage par le docteur Seillan, hépatogastroentérologue à la clinique Esquirol-Saint-Hilaire. Puis, place de la chirurgie dans la prise en charge des cancers colorectaux par le docteur Maël Chalery-Durieux, chirurgien viscéral à la clinique Esquirol-Saint-Hilaire. Et enfin, les soins oncologiques de support par le docteur Muriel Carle, médecin référent des soins oncologiques de support à la clinique Calabé. Madame Laville. Merci. Bonjour, je suis Isabelle Laville, je suis médecin coordonnateur sur le site territorial du Lot-et-Garonne pour le Centre régional de coordination de dépistage des cancers. Je vais donc vous parler de l'organisation de ce dépistage. Je vais vous présenter le Centre régional de coordination, les modalités du dépistage. On parlera ensuite de la participation et des résultats de ces dépistages. Et je vous dirai un mot des plans d'action de ce programme de dépistage. Donc depuis 2019, l'ensemble des structures départementales qui existaient se sont regroupées. Elles ont fusionné pour ne former qu'un seul centre, le Centre régional de coordination de dépistage des cancers de Nouvelle-Aquitaine, qui regroupe donc une structure maintenant par département. Chaque département donc, est un site territorial pour ce centre régional en vue de travailler en partenariat avec tous les acteurs locaux, de définir et de mettre en œuvre un plan d'action adapté à chaque territoire pour identifier les freins et les leviers et devenir une caisse de résonance de ces programmes dans le réseau en proposant des pistes d'amélioration et d'évolution. Et sur chaque site territorial, il y a un représentant au conseil d'administration du centre régional. Je vous présente là une diapositive de l'Institut national du cancer à propos du dépistage du cancer colorectal pour en montrer l'importance. Donc, chaque année, en France, plus de 43 000 personnes sont touchées par cette maladie, environ 20 000 femmes et 23 000 hommes, donc
c'est une maladie qui touche aussi bien les hommes que les femmes. C'est en termes de fréquence le 3e cancer le plus fréquent et le 2e le plus meurtrier, avec plus de 17 000 cas de décès par an. Et la plupart des cas surviennent après l'âge de 50 ans. Ce dépistage est à faire tous les 2 ans, mais la participation actuellement reste assez faible, de l'ordre de 1 personne sur 3, puisqu'on était à 32%, un peu plus de 32% au niveau national sur la période 2017-2018. Et ce qui est, alors je ne sais pas si on voit la droite de la diapositive, mais oui. Mais donc, ce qui a été important, c'est que si on le détecte tôt, ce cancer peut guérir 9 fois sur 10. Je vais vous présenter maintenant le circuit de ce dépistage organisé, comment ça se passe. Donc, la population éligible, c'est-à-dire les personnes qui vont être invitées à faire ce dépistage, ce sont les hommes et les femmes qui sont âgés de 50 à 74 ans, qui n'ont pas d'autres facteurs de risque que l'âge, qui n'ont pas de symptômes et qui sont domiciliés dans le département. Alors, un courrier est envoyé à domicile. Lorsque la personne reçoit son courrier, elle peut prendre rendez-vous chez son médecin traitant, qui va lui faire un petit interrogatoire pour savoir si elle est bien concernée, si elle n'a pas de symptômes qui nécessiteraient une autre prise en charge, s'il n'y a pas d'antécédents particuliers qui nécessiteraient aussi une autre modalité de dépistage. Et si la personne est bien concernée, le médecin traitant lui remet son kit pour qu'elle puisse faire son test chez elle. Une fois que le test a été fait, il doit être envoyé à un laboratoire et les résultats sont adressés au médecin traitant et à la personne concernée dans les 15 jours par le laboratoire, par courrier, ou éventuellement consultable sur Internet si ça a été demandé. Donc ici, le kit qui est remis par le médecin. Ce kit comporte 3 volets. Donc, dans le premier, un mode d'emploi. Dans le volet central, il y a une fiche d'identification qu'il faudra remplir avec beaucoup d'attention et le dispositif de recueil des selles. Dans le volet 3, on a le tube de prélèvement et le nécessaire pour l'envoi. Comment se présente ce test? En fait, c'est un petit tube en plastique transparent avec un bouchon vert sur lequel est attachée une tige. L'extrémité de la tige est striée et c'est cette extrémité qui va servir au recueil de sel. Donc, la réalisation du test est relativement simple et il se fait chez soi. Néanmoins, la participation des personnes invitées est assez hétérogène et sur cette diapositive, vous voyez la répartition de la participation. Donc, plus la couleur est foncée, plus il y a de personnes qui participent. On peut voir également que les femmes participent un peu plus que les hommes. Et en 2019-2020, le taux de participation dans le département a été un peu plus bas que les autres années. Il a été de 27,4%. Les personnes les plus âgées étant celles qui ont participé le plus. Donc, ce taux un peu plus bas que d'habitude est expliqué par le contexte sanitaire particulier qu'on a connu en 2020. On voit sur les courbes pointillées la participation des années précédentes, 2018 et 2019. Et la courbe pleine, la participation de 2020, où on voit bien sûr une chute très importante au printemps et une reprise pour atteindre des valeurs à peu près normales depuis l'été. Donc, lorsqu'on a fait un test et qu'il revient positif, ça ne veut pas dire qu'on a nécessairement un cancer du côlon ou du rectum, ça veut dire qu'on a trouvé du sang dans les selles. Donc, à ce moment-là, on revoit son médecin traitant qui oriente vers un gastro-entérologue, la plupart du temps pour une coloscopie, qui permet de voir
quelle lésion a pu saigner et de pouvoir la traiter par la suite. Donc, ces graphiques vous montrent de façon quantitative les lésions qui peuvent être repérées. D'abord, des polypes, des adénomes, qui ne sont pas des lésions cancéreuses, mais grâce à l'ablation de ces adénomes, on évite l'évolution vers un cancer. Ensuite, on peut également trouver parfois des cancers. On voit un changement entre 2015 et 2016 qui est lié au changement de test de dépistage. Donc, certaines personnes ont peut-être fait des tests avant 2015, avec un autre test qui s'appelait le test Hémoculte, qui se faisait de façon un peu plus complexe que celui qu'on vient de voir tout à l'heure, parce qu'il fallait 3 prélèvements 3 jours de suite. Donc, le nouveau test est plus simple et il est plus sensible également. On dépiste davantage de lésions. Donc, le site territorial du Centre de coordination de dépistage des cancers va mettre en place un plan d'action pour amener les personnes à participer davantage, parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, on a à peine une personne sur 3 qui participe à ce dépistage. Il est donc prévu de mettre en place un plan d'action pour améliorer la communication autour de ce dépistage vers le grand public et vers les professionnels de santé, et puis pour réduire les inégalités d'accès et de recours au dépistage en identifiant les territoires et les populations les moins participants afin de mettre en place des actions plus spécifiques. Donc, je vous remercie. Bonsoir, Sébastien Seillant, je suis gastro à la clinique Esquirol-Saint-Hilaire à Agen. Donc, comme on l'a vu, le cancer du côlon est un cancer fréquent, 45 000 cas en 2019 et grave, 17 000 décès annuels. Mais cette situation n'est pas inéluctable puisqu'il peut être guéri s'il est diagnostiqué tôt et prévenu par l'exérèse endoscopique lors de coloscopie, ce dont nous allons parler, des polypes. Il existe une stratégie de dépistage validée entre ces deux examens, le test de recherche de sang dans les selles et la coloscopie. La survie du cancer colorectal est meilleure si les lésions sont dépistées à un stade précoce, et on voit véritablement sur cette diapositive le changement de pronostic avec une mortalité supérieure dès que la lésion sort du côlon avec un envahissement ganglionnaire ou des métastases à distance. Donc c'est vraiment l'intérêt de diagnostiquer ce cancer au stade précoce ou encore mieux au stade précancéreux avec uniquement des polypes. Donc c'est un cancer, on l'a vu, qui est rare avant 50 ans. La majeure partie des cas surviennent après 70 ans. Et près de 3/4 de ces cancers se développent à partir d'une lésion précancéreuse qui est le polype adénomateux qu'on recherche en faisant une coloscopie pour en permettre l'ablation. On estime qu'environ, passé 65 ans, 1/3 de la population est porteur d'au moins un polype adénomateux. Il existe une chronologie de transformation de ces polypes, donc c'est ce qu'on appelle la séquence adénome-cancer. Se développe d'abord dans l'intestin un petit polype qui devient un gros polype qui se transforme avant de devenir un cancer. Les facteurs de risque de cette cancérisation de ces polypes sont la taille des polypes, leur nombre et l'étude histologique au microscope de la transformation en surface puis en profondeur de ces polypes et le caractère vileux, qui est un facteur de risque de dégénérescence. On parle ce soir de dépistage. Alors, je vous ai remis les définitions. La prévention, c'est l'ensemble des mesures visant à éviter ou à réduire le nombre ou la gravité des maladies. Ce sont les définitions de l'OMS. Le dépistage, lui, est la recherche et la mise en évidence d'un cancer par un examen de dépistage avant l'apparition des premiers signes, qu'ils soient fonctionnels, donc si on se plaint d'un symptôme, ou cliniques. L'objectif de tout cela, c'est la diminution des cas de nouveaux cancers.
Pour cela, plusieurs leviers. La prévention primaire, qui est jouée sur l'apparition de la maladie, comme par exemple on en parle en ce moment avec le Covid pour la vaccination, et jouée sur les facteurs de risque. Et la prévention secondaire, qui est la mise en évidence de lésions précancéreuses ou des petits cancers curables qui ne sont pas encore symptomatiques, et c'est cela sur lequel intervient le dépistage. Les facteurs de prévention du cancer du côlon. Alors, il n'y a pas grand-chose, à part l'ail, qui est le seul qui a démontré qu'il diminue le risque de cancer. Une consommation de fruits et de légumes, une consommation faible de sucre et de viande rouge. Il vaut mieux consommer du poisson ou de la viande blanche que de la viande rouge. Préférer les huiles végétales à la graisse animale. Une consommation faible en sel. Éviter une prise de poids. Une activité physique régulière, et le tabac et l'alcool augmentent, comme dans de nombreux cancers, le risque de développer une lésion sur le côlon. Aucun médicament n'a fait la preuve de son efficacité en population générale, donc en prévention, on n'a pas grand-chose, c'est vraiment l'intérêt du dépistage. Ce dépistage n'est envisageable que chez les personnes en état de supporter un traitement autre que symptomatique en cas de documentation d'un cancer. Ça ne sert à rien de faire une coloscopie à une personne dont l'espérance de vie est limitée. Pour la coloscopie, le meilleur examen de dépistage entre le test et l'exploration endoscopique est bien sûr la coloscopie, mais c'est un examen qui n'est pas dénué de complications comme on va en parler, qui est un petit peu complexe et lourd et qui a un coût non négligeable pour la société. Il existe donc, on l'a vu, deux types de dépistage, le dépistage individuel par coloscopie, dont on va en parler, et le dépistage de masse par la recherche de sang dans les selles. En fonction des symptômes que l'on peut avoir et des antécédents personnels et familiaux, on a établi différents types de populations à risque de développer un cancer du côlon. Le risque moyen, et la population moyenne, c'est le risque moyen de celui de la population générale de développer un cancer du côlon. On estime qu'un sujet sur 25 aura dans sa vie un cancer du côlon. Ces personnes qui sont asymptomatiques avec un risque moyen font le dépistage par recherche de saignements occultes dans les selles. Si on a des antécédents personnels ou familiaux de polypes ou de cancer du côlon, c'est les antécédents au premier degré, ou des antécédents sur le plan personnel de maladies inflammatoires chroniques intestinales, que sont la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn, on fait en première intention une coloscopie. Il en est de même pour les populations à risque très élevé, mais ce sont des choses rares, moins de 1% des cancers digestifs, pour les familles de cancers génétiques familiaux, qui eux aussi se font dépister par la coloscopie. Donc la coloscopie est réservée aux personnes à risque élevé et très élevé, ou aux personnes à risque moyen avec des symptômes d'alarme, essentiellement passé 50 ans, des douleurs inhabituelles et récentes, du sang rouge dans les selles ou une modification récente du transit. La coloscopie se fait donc dans un bloc opératoire avec donc cette colonne d'endoscopie. Le coloscope est un appareil qui fait un peu plus d'1 mètre de long. On insuffle du gaz carbonique pour le meilleur confort. Il existe une pompe de lavage et un tuyau d'aspiration pour nettoyer si la préparation n'est pas optimale ou pour laver s'il y a des saignements qui surviennent pendant l'exploration. Donc c'est un examen qui se fait sous anesthésie générale, dans la majeure partie des cas en ambulatoire. Il faut une préparation optimale pour que le côlon soit complètement vide. En général, on fait quelques jours avant un régime sans fibres, c'est-à-dire sans résidus, sans fruits et sans légumes. Si le matériel disponible au bloc ont l'air insufflé dans le côlon pour déplisser les plis et du CO2, on les fait toutes comme ça nous ici à la clinique. Et il existe des critères de bonne exploration de la Société française d'endoscopie digestive sur la qualité de l'examen, sa durée, et il est nécessaire d'avoir un matériel récent et du personnel de bloc qualifié et stable. J'insiste vraiment sur la préparation, puisqu'on recherche donc des petits polypes. Certains sont plans, comme on verra sur la diapositive suivante. Et avec une préparation de mauvaise qualité comme celle-là, on peut passer à côté de lésions qui sont susceptibles, en quelques années, de se transformer en cancer. Il existe plusieurs types de polypes. Les polypes qui sont plans sur le côté gauche de la diapositive et les lésions qui sont plus surélevées. Et dans celle-là, il y en a deux types. Le polype pédiculé, qui a un pied,
Et ça, ce sont des diverticules, ça peut positiver le test, mais ça ne devient jamais cancéreux. Et le polype sessile, qui est quelque chose de plan, un petit peu surélevé. Quand on envoie à la coloscopie, on les enlève pour les envoyer au laboratoire pour une analyse. Alors les tout petits, on les arrache avec une pince, et les plus gros avec une anse, dont l'extrémité ressort du coloscope. Cette anse donc, permet de couper le polype. Alors, les tout petits, simplement par un effet mécanique, les plus gros en faisant circuler un courant électrique dans l'anse pour les récupérer et les envoyer au laboratoire. Il existe quelques complications de l'examen, celles bien sûr liées à l'anesthésie, puisque c'est un examen qui se fait sous anesthésie générale. Donc au préalable, il y a une consultation avec l'anesthésiste, et si besoin avec le cardiologue. Les complications elles-mêmes liées à la coloscopie sont assez rares, moins de 1%. Les deux principales sont l'hémorragie et la perforation. Ces deux complications, donc l'hémorragie, c'est un saignement qui survient immédiatement pendant l'examen. Dans ce cas-là, on l'arrête instantanément, ou secondaire, notamment pour les patients qui sont sous anticoagulants ou antiagrégants. La perforation peut être également immédiate lors d'une ablation d'un gros polype ou d'une lésion plane, mais pour éviter ça, on injecte du liquide sous le polype pour le lever, pour le couper en zone de sécurité. Si on coupe un gros polype avec une grosse cicatrice comme sur cette diapositive, ou s'il existe un saignement, on peut mettre des clips, des petites agrafes pour refermer la cicatrice de la polypectomie ou clamper un petit vaisseau qui serait en train de saigner pendant l'examen. Il est fait environ en France tous les ans 1 million de coloscopies avec quand même des complications assez rares. Cet examen a un coût non négligeable par rapport aux tests de dépistage qui ne coûtent que quelques euros. Il y a d'abord la consultation du médecin spécialiste et de l'anesthésiste. Les préparations ont toutes le même prix en France, moins de 10 euros. Et l'examen se faisant en ambulatoire, il y a aussi un coût pour la sécurité sociale, c'est le coût du séjour de l'hospitalisation, qui est différent en fonction si on enlève ou pas des polypes, et puis différent du simple au double entre si l'examen est fait dans un hôpital public ou dans un établissement privé. Les coloscopies de contrôle se font tous les 5 ans si on a des antécédents. À 3 ans, si on a enlevé beaucoup de polypes ou si ce sont des polypes en train de dégénérer. À 1 an d'une opération d'un cancer du côlon. Et si la coloscopie initiale au moment de la mise en évidence de la tumeur a été incomplète, parce que la tumeur est sténosante et l'appareil ne peut la franchir, il faudra absolument réaliser une coloscopie dans les 6 mois post-opératoires. Bon, la deuxième partie, c'était le test. Je ne vais pas revenir dessus puisque ma consoeur en a parlé juste avant. Il est vrai que la participation est assez faible, même si dans notre département, il y a pire. Dans les pays où le test est directement envoyé au domicile des patients, la participation est en général bien meilleure. La coloscopie sera faite si le test est positif pour rechercher et enlever s'il y en a des lésions polypoïdes comme je l'ai montré sur la diapositive précédente. En conclusion, dans la population générale asymptomatique, le dépistage se fait par le test et chez les personnes symptomatiques ou à risque élevé et très élevé, par coloscopie. Merci. Le docteur Chaldré qui est à distance. On le trouve dans son bureau. Ça va être au tour du docteur Chaldré-Durieux, et donc il n'est pas avec nous dans la salle, il faut qu'on le trouve dans la réunion Zoom. Je suis là. Je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend, nous un peu. Mais vous ne le voyez pas. Pour nous, on l'entend. Est-ce que tu peux monter le son, toi? Ouais, je peux monter le son. Après, on t'entend mieux, merci. D'accord. J'avancerai les diapositives pour toi. Et vous verrez le docteur Louis, mais pas le docteur Chaldré, il est dans une autre. On va essayer de vous le mettre. Bah, vous me dites quand je peux commencer. Quand il parle, on va le voir en parallèle. Il sera en premier en haut pour tous les spectateurs, pas pour nous. Comme vous voulez, docteur Chaldré. C'est bon, je pense qu'on peut y aller. Alors, juste, j'ai fait une petite intervention très chirurgicale qui est assez
est assez simple en fait. Il y aura quelques diapositives, pas beaucoup, et on va essayer, après un petit mot d'introduction, de comprendre un peu comment c'est fait le côlon, parce que c'est souvent des questions qu'on a en consultation, parce que les chirurgies ne sont pas forcément les mêmes en fonction de la localisation des lésions. On va revoir un petit peu les indications de la chirurgie et puis les principes. Et puis après, je terminerai par vous dire un petit peu quelques mots d'évolution en chirurgie colorectale. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté? Alors, en termes d'introduction, je ne vais pas m'éterniser parce que ça a été déjà très bien dit dans les précédents topos. Le cancer du côlon, c'est malheureusement un cancer assez fréquent, mais je crois qu'il y a quelque chose qui n'a pas été dit encore jusqu'à maintenant, c'est que la survie à 5 ans, c'est seulement, on peut dire, de 60%. C'est-à-dire que 5 ans après tout stade confondu, le diagnostic du cancer du côlon, eh bien, il y a 2 personnes sur 3 qui sont encore vivantes. Et donc, c'est un vrai problème de santé publique. Et vous voyez sur la droite de la diapositive que c'est quand même quelque chose qui nous concerne plus particulièrement, nous qui vivons dans les pays, on va dire, développés, les pays occidentaux, du fait des facteurs de risque qui ont été exposés par le docteur Seyan. Alors, en fait, je me suis posé la question en faisant le topo de savoir finalement quel était l'avenir pour nous autres chirurgiens viscéraux de la chirurgie colorectale. Et en fait, je crois que si le dépistage est bien fait et si la population adhère à ce dépistage, ce n'est pas encore le cas, et ben, en fait, on va pouvoir rapidement se mettre au chômage technique parce que petit à petit, on va évoluer vers une diminution du nombre de chirurgies nécessaires. Diapositive suivante, s'il te plaît. Alors, pour vous expliquer un petit peu les bases anatomiques de cette chirurgie, il faut bien comprendre ce que c'est le côlon. Le côlon, c'est la partie du tube digestif qui suit l'intestin grêle. Et l'intestin grêle, c'est tout ce qu'il y a au milieu de votre cavité abdominale. Il y a un premier segment qu'on appelle le côlon ascendant ou le côlon droit. Ensuite, le côlon traverse le corps pour aller jusqu'au niveau de la rate, c'est ce qu'on appelle la partie transverse du côlon. Il y a ensuite le côlon gauche ou le côlon descendant. Et avant de rejoindre le rectum, il y a une partie qui forme une sorte de S qu'on appelle le côlon sigmoïde. Ensuite, le rectum qui s'abouche jusqu'au niveau de l'anus. Donc vous voyez que quand le docteur Seyan parlait d'un coloscope qui fait un peu plus d'1 mètre, eh bien, il faut bien ça pour pouvoir explorer l'ensemble du côlon, qui est une partie assez longue de tube digestif. La deuxième chose importante qu'il faut comprendre, c'est que le côlon, il est vascularisé par 2 principaux pédicules, et ces pédicules, ils sont différents. Il y a l'axe mésentérique supérieur, qui vascularise toute la partie droite du côlon, et l'axe mésentérique inférieur, qui va vasculariser toute la partie gauche du côlon. Et puis finalement, heureusement pour nous, les chirurgiens, eh bien, il y a des systèmes de suppléance, c'est-à-dire qu'il y a une arcade qui va faire toute la continuité du côlon et qui permet de suppléer en termes de vascularisation pour que, si on coupe un morceau de côlon à un endroit, il y ait du sang qui arrive jusqu'au côlon pour le laisser viable et des veines pour drainer ce côlon. L'autre chose qui est fondamentale à comprendre, c'est qu'il n'y a pas qu'une artère et une veine pour s'occuper de la vascularisation du côlon, il y a aussi un drainage lymphatique. Et en fait, ce drainage lymphatique, c'est ce qu'on appelle le drainage par les ganglions. Il suit le trajet des axes vasculaires. Et quand une tumeur devient suffisamment profonde, infiltrante, et bien souvent, les cellules qui sont tumorales commencent par envahir ces petits ganglions qu'on voit en noir le long des vaisseaux avant de gagner la circulation sanguine, qu'on appelle la circulation systémique, et puis après, potentiellement, aller coloniser d'autres organes, comme le foie, comme les poumons, pour faire des métastases. Et la compréhension de ce schéma anatomique va entraîner la compréhension aussi des différentes interventions chirurgicales qu'on va pouvoir vous proposer en cas de lésion tumorale du côlon. La suivante, s'il te plaît. Alors, finalement, les indications de la chirurgie, eh bien, elles dépendent de 2 contextes. Déjà, il va y avoir une situation d'urgence, c'est-à-dire que la tumeur est très grosse et elle a entraîné une occlusion qui fait que le côlon n'arrive pas
à se drainer et vous fait arriver jusqu'aux urgences. Il y a aussi un contexte de perforation, c'est quand la phase d'occlusion finalement est dépassée et que la limite d'élasticité du côlon a été dépassée et donc on est dans une situation de péritonite. Plus rarement, c'est quand on a des lésions qui sont hémorragiques, mais ça, c'est quand même une situation relativement rare et qui, la plupart du temps, est accessible d'abord à un traitement endoscopique. Mais finalement, les situations les plus fréquentes, ça va être les situations qui vont être en dehors de la phase d'urgence. Et là, ça va être une indication de réséquer, d'enlever le côlon, quand, eh bien, par exemple, il y a un polype dont on vous a montré quelques exemples tout à l'heure, qui n'est pas retirable par voie endoscopique. La deuxième situation, c'est quand ce polype a été retiré, mais qu'on se rend compte sur l'analyse microscopique de ce qui a été retiré, que c'était une lésion qui envahissait un petit peu plus que ce qu'on pensait la profondeur de la paroi du côlon, et que donc il y a un risque d'invasion des ganglions dont je vous ai parlé, et donc que ça nécessite d'aller chercher, en plus de cette partie du côlon, les ganglions qu'il y a autour. Et puis après, bien entendu, ça va être l'indication finalement la plus classique, qui est celle d'une tumeur infiltrante qui va donc commencer à avoir envahi la profondeur de la paroi du côlon et qui la rend à risque de cette invasion en dehors du côlon, le long des ganglions. Quoi qu'il en soit, ce qui est très important, c'est de savoir que la stratégie chirurgicale, la stratégie en fait thérapeutique, elle doit être discutée et on a des réunions toutes les semaines, de réunions de concertation pluridisciplinaire. Et dans ces réunions, on se réunit avec un hépatogastro-entérologue, le spécialiste de l'analyse microscopique, un oncologue, le radiologue, le chirurgien et le radiothérapeute. Et de ces réunions, où sont discutés chacun des dossiers, on discute d'une prise en charge chirurgicale d'emblée ou alors d'un traitement qui peut précéder l'opération ou la suivre éventuellement. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est décidé uniquement par un chirurgien dans son coin. Quand vous arrivez chez votre chirurgien, la plupart du temps, la décision a déjà été discutée entre nous et validée dans ces commissions en suivant des recommandations qui sont françaises et très souvent internationales. La suivante, s'il te plaît. Donc, les principes de la chirurgie, c'est pareil. En fait, c'est des choses qui sont marquées dans des référentiels et pour avoir une chirurgie oncologique, eh bien, il faut respecter des critères de qualité. Le premier critère de qualité d'une chirurgie, ça va être d'aller lier à l'origine les vaisseaux. Et pour ça, je vous ai pris l'exemple d'une lésion du côlon droit, qui est magnifiquement dessinée en marron. Et en fait, pour aller faire une chirurgie qui va être oncologique, eh bien, on va aller lier à l'origine les deux pédicules vasculaires où les ganglions peuvent avoir drainé cette tumeur. Je peux cliquer dessus, il doit y avoir une animation. Tac, et on voit que là, il va falloir aller chercher les vaisseaux ici, et pas seulement aller couper juste à côté de la tumeur. Ça, c'est le premier critère, c'est ce qu'on appelle la ligature centrale des vaisseaux. Et ensuite, il va falloir aller avec une marge suffisante au-dessus et en dessous de la lésion. Et cette marge suffisante, la plupart du temps, on dit que c'est 5 cm. Okay, donc, c'est pour ça que quand on a une lésion qui peut paraître petite, eh bien, finalement, il n'est pas rare de se retrouver avec la nécessité d'une résection chirurgicale un petit peu plus étendue. Pour que l'analyse des ganglions soit pertinente, c'est-à-dire qu'on soit vraiment en mesure de vous dire qu'il n'y a pas d'envahissement des ganglions, eh bien, il faut qu'il y ait au moins 12 ganglions d'analyser. La dernière chose, c'est qu'il faut respecter une bonne vascularisation du côlon. C'est-à-dire qu'il y a des zones, si on les coupe, même si on voit qu'on a 5 cm de marge par rapport à la tumeur, on sait que l'endroit où on va couper ne sera pas bien vascularisé. Et donc, quand il va falloir remettre bout à bout les deux segments d'intestin pour rétablir la continuité digestive, il y a un risque important qui est des complications à type de fuite qu'on appelle des fistules. Dernière chose, aujourd'hui, dans les recommandations des thésaurus en fait, des sociétés savantes, la voie d'abord qui, c'est-à-dire la façon de opérer qui doit être privilégiée, c'est la voie d'abord célioscopique, c'est-à-dire
en essayant d'ouvrir le moins possible le ventre, à moins d'avoir des très grosses lésions qui nécessitent de prendre des précautions de manipulation. La suivante, s'il te plaît. Donc, vous voyez que finalement, pour une lésion, celle d'avant, vous voyez que finalement, pour une lésion du côlon droit, qui peut être relativement petite, toute la zone bleutée correspond à la zone qu'on retire, ce qui peut être parfois un petit peu inquiétant pour vous, mais qui est dans l'esprit de respecter ces critères oncologiques. La suivante. Et donc, vous voyez qu'en fonction du type de la localisation de la lésion, le geste chirurgical qui va être réalisé est extrêmement variable. Sur la partie gauche de la diapositive, je vous ai mis à peu près les sites les plus fréquents de localisation de ces lésions et on voit que, grosso modo, c'est au niveau de la partie droite du côlon et de la partie terminale, c'est-à-dire le sigmoïde jusqu'au rectum. Et vous voyez que pour respecter ces critères à la fois oncologiques et de vascularisation, eh bien, sur les images A, B et D, eh bien, une lésion qui peut être plus ou moins proche du tout début de l'intestin eh bien, peut après entraîner un sacrifice de côlon qui est relativement important. Ce qu'il faut savoir, c'est que tant qu'on garde la partie gauche du côlon, et notamment le sigmoïde et le rectum, la plupart du temps, le fait de retirer même une partie importante du côlon n'entraîne que peu de retentissement en termes de modification de la fréquence et de l'aspect des selles. C'est uniquement sur les images du bas, quand on commence en bas à droite, quand on commence à envisager des chirurgies sur le rectum, qu'on enlève le réservoir fécal et que là, il peut y avoir des conséquences en termes de nombre et d'aspect de ces selles. Donc, c'est vraiment la localisation qui va dépendre après des suites opératoires. Et bien entendu, je n'ai pas le temps ici de vous développer chaque type de localisation avec les suites opératoires, mais c'est tout ça qui est précisé avec vous lors de la consultation. Ensuite, bien entendu, il va falloir refaire la continuité digestive. Et la continuité digestive, eh ben, c'est notre travail. On va faire ce qu'on appelle une anastomose, c'est-à-dire une couture entre les deux segments coupés. Alors, ça peut être soit entre le petit intestin et le côlon, soit entre le côlon et le côlon, soit entre le côlon, le rectum, voire l'anus. En fait, ça va dépendre vraiment de là où c'est situé. Et on a deux types de possibilités, donc ça, c'est des détails techniques, soit avec du fil, soit avec des petites agrafes qui ne vous font pas sonner dans les aéroports et qui permettent d'avoir des coutures peut-être plus régulières. Souvent, ce qui arrive en consultation, c'est la question de savoir si on aura une poche après cette chirurgie du côlon. Et la réponse est non la plupart du temps. Finalement, la poche, elle arrive souvent quand on est obligé de vous opérer dans un contexte d'urgence. Quand on réalise une poche sur l'intestin grêle, on appelle ça une iléostomie. Quand c'est sur le côlon, on appelle ça une colostomie. C'est juste à visée sémantique. Mais les seules indications, finalement, de faire des poches au cours de l'opération, c'est, je vous le disais, les situations d'urgence. Quand il y a une grosse occlusion, parce que c'est difficile d'imaginer qu'une couture puisse bien prendre quand l'intestin est très dilaté, ou alors quand il y a des facteurs de risque de fuite sur les coutures, c'est-à-dire une maladie inflammatoire sous-jacente de votre intestin, les maladies de Crohn, les rectocolites, quand il y a un état nutritionnel qui est altéré, quand il y a des traitements comme des corticoïdes qui sont pris à forte dose, qui peuvent entraîner une difficulté de cicatrisation. La dernière situation, ça peut être pour protéger une couture qui est réalisée, c'est l'image que je vous ai mise au centre, une couture qui est réalisée entre le côlon et le rectum. Si cette couture elle est relativement basse, c'est-à-dire à moins de 7 cm de l'anus, on sait qu'il est plus prudent de faire une colostomie ou une iléostomie qui va permettre d'éviter de détourner les selles pendant la période de cicatrisation de cette couture. Et dans un deuxième temps, une fois qu'on sera sûr que la couture a bien pris, eh bien, on ferme la stomie en moyenne dans un délai de 3 mois, même s'il y a des équipes aujourd'hui qui optent pour une fermeture précoce, qui voient que les suites opératoires sont parfaitement simples avec des marqueurs d'inflammation négatifs, qui ferment parfois la poche dès la fin de la première semaine. Ce qui est sûr, c'est que ces stomies sont
très rarement définitifs. Voilà, alors, un petit mot avant de conclure sur les évolutions en chirurgie, pour vous dire que malheureusement, l'évolution chirurgicale ces derniers temps n'a pas été spectaculaire, on va dire, sur les 20 dernières années. Il y a eu l'explosion de la chirurgie cœlioscopique qui a fait faire un grand bond pour votre récupération post-opératoire. Le principe des choses, la cœlioscopie, c'est de dire on va mettre des petits trocars, des petites pailles qui traversent votre abdomen comme sur la figure du milieu, et à travers ces petits orifices, on gonfle votre cavité abdominale avec du dioxyde de carbone, comme pour les coloscopies, et on arrive à travailler dans votre cavité abdominale qui est gonflée pour retirer ce côlon. Ça permet d'avoir un geste chirurgical qui est le même que celui qu'on ferait en situation de grande ouverture de votre paroi abdominale, mais qui, en revanche, permet d'avoir une agression de votre paroi qui est moins importante et donc d'avoir une récupération post-opératoire plus rapide, notamment en termes de douleur, en termes de reprise de transit. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la chirurgie mini-invasive. Et vous voyez que à l'époque actuelle, cette cœlioscopie, je vous le disais, c'est devenu la référence et on est en train de challenger ces techniques chirurgicales par maintenant l'assistance de robots qui seront disponibles sur la clinique à partir de l'année prochaine. Robots en fait, qui permettent aux chirurgiens, comme vous le voyez sur la chirurgie du bas, d'être installés assis à une console à côté de la table d'opération et de pouvoir avoir une vision augmentée du champ opératoire parce que c'est une vision en 3D et surtout une finesse de mouvement que permet le robot qui permet une dissection qui est beaucoup plus précise dans des endroits difficiles comme peuvent l'être notamment la dissection du rectum. Donc peut-être que la chirurgie de l'avenir, ce sera la chirurgie au robot. En tout cas, dans certaines situations, ça offre clairement un avantage et on sera en mesure de vous proposer cette prise en charge dès l'année prochaine. Voilà. La dernière chose, en fait, en termes d'évolution en chirurgie, c'est tout ce qui est autour de la chirurgie. Parce que finalement, quand on regarde les manuels de chirurgie, eh bien, ils n'ont pas beaucoup changé. Parfois, on pourrait prendre des vieux manuels d'il y a une cinquantaine d'années et on voit que la ligature des vaisseaux et puis la dissection du côlon, c'est toujours la même chose. Ce qui change beaucoup en termes de récupération post-opératoire, c'est toutes les manœuvres qu'on appelle de réhabilitation améliorée après chirurgie, la RAC. C'est devenu un standard aujourd'hui dans la prise en charge de la chirurgie du côlon. Et c'est tout un ensemble de mesures qui vous permet de récupérer mieux après l'opération et d'avoir moins de complications et même de sortir plus tôt. Et ça passe par une éducation. On supporte mieux ce qu'on a bien compris. Donc souvent, c'est intéressant de faire intervenir une infirmière pour revenir sur les questions qui restent après la consultation chirurgicale. Donc un renforcement de l'information. Une gestion des antidouleurs qui passe par plusieurs moyens de vous donner ces médicaments, moyens par voie péridurale, etc. Des techniques mini-invasives comme la cœlioscopie, une limitation du jeûne. Souvent, maintenant, le jeûne se limite aux 2 heures préopératoires. Et puis, surtout, on essaye de diminuer l'agression. Pas de sonde urinaire, pas de drainage péropératoire, etc., etc. Voilà. Alors, j'en arrive du coup à ma conclusion, qui est de dire que la chirurgie colorectale, c'est beaucoup moins agressif maintenant, aujourd'hui, avec ces méthodes mini-invasives et puis cette réhabilitation améliorée. Mais parfois, en fait, ça reste indispensable pour obtenir la guérison, parce que c'est la seule façon aujourd'hui de retirer une tumeur qui reste en place ou qui n'aurait pas répondu à des traitements autres que de la chirurgie. Mais bien entendu, c'est ce que je vous disais en introduction, les indications de la chirurgie, et ça on le voit sur nos statistiques, elles tendent clairement à diminuer avec le déploiement du dépistage qui doit être plus important et plus efficace. Mais il y a autre chose aussi qui nous fait opérer moins, c'est le développement de rétinoposcopiques qui fait que maintenant les gastro-entérologues sont capables de retirer par des dissections plus importantes des lésions qui, il y a quelques années, n'étaient pas faisables par cette voie d'abord. Il y a une dernière chose sur laquelle je voulais insister, et après je m'arrête, parce que j'ai peut-être un petit peu débordé, c'est qu'il faut faire très attention au contexte sanitaire. C'est-à-dire que nous autres chirurgiens,
On a l'impression quand même que depuis le début du Covid, on voit en consultation des gens qui se sont négligés parce qu'ils ont eu peur d'aller consulter dans des structures de soins, ils ont eu peur finalement d'écouter leur corps et leurs symptômes. Et mon dernier message, c'est vraiment de dire, c'est pas parce qu'il y a du Covid qu'il faut ne pas aller consulter et qu'il faut ne pas être dépisté. Le système de santé continue à fonctionner et la meilleure chance pour vous d'avoir une guérison avec le moins de séquelles et éventuellement sans intervention chirurgicale, c'est de consulter le plus précocement possible. Je vous remercie. Merci Maël. Bonjour, je suis donc Myriam Carl, le médecin référent des soins oncologiques de support à la clinique Calabé, et je vais vous proposer de vous dire ce que sont les soins oncologiques de support et de voir avec vous comment ils sont déployés au sein de la clinique Calabé. Donc, les soins oncologiques de support, dans le sillage de la loi de 2002, la loi relative aux droits des malades, ont vu le jour en 2005, concomitamment aux soins palliatifs. Ils étaient tout d'abord accrochés aux soins palliatifs et centrés sur la gestion de la douleur et également la dimension psychologique des patients. Puis, des plans cancer se sont déroulés depuis 15 ans. Le dernier date de quelques semaines et a été annoncé par le président Macron sous le nom de stratégie décennale 2021-2030. Et aujourd'hui, ils se sont étendus et prennent en charge la qualité de vie des patients. Il y a réellement un changement de paradigme dans la prise en charge au sein des soins oncologiques de support. On est basé, centré sur la maladie, de façon concomitante aux traitements médicaux et chirurgicaux. C'est effectivement comme ça qu'ils sont définis. L'INCa, l'Institut national du cancer, les définit comme étant l'ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes tout au long de leur maladie, en parallèle des soins spécifiques de la maladie. Depuis 15 ans, ils ont eu lieu, ils ont été étudiés et on sait aujourd'hui qu'ils permettent de diminuer les effets secondaires des traitements et les effets de la maladie, comme par exemple la prise en charge de la dénutrition. Le cancer entraîne un hypercatabolisme, une activation de l'ensemble des mécanismes qui est très énergivore. Les patients sont souvent dénutris et présentent des limitations au traitement chirurgical ou chimiothérapique. Et on sait que la prise en charge de cette dénutrition va permettre et va favoriser l'évolution thérapeutique. Il a été également défini que de prendre dans sa globalité le patient et son environnement était quelque chose de très bénéfique et la possibilité des suivis psychologiques orientés est quelque chose qui a montré son efficacité. Il y a eu là un changement de paradigme. On ne propose plus aux patients un catalogue de suivi, mais on essaie de voir avec lui quels sont ses besoins et quels sont ses besoins tout au long de la pathologie pour justement pouvoir adapter une réponse complètement personnalisée pour lui et pour son environnement. Quelles sont les modalités pratiques ? Les soins oncologiques de support, on vient de le dire, vont s'étaler, se déployer tout au long de la pathologie cancéreuse. Ils vont donc s'installer dès le diagnostic d'annonce. C'est ce qu'on appelle l'évaluation personnalisée, le bilan initial d'annonce. Puis, ils auront lieu dans un accompagnement tout au long de la prise en charge de la maladie, ainsi qu'après les thérapeutiques, soit chirurgicales, soit médicamenteuses, quand le patient retourne à domicile, reprend son travail, on sait que c'est quelque chose qui peut être de temps en temps très déstabilisant. Et là, ils ont une réelle place, pas encore assez importante, mais qui est en train de grandir.
Il existe, comme en chirurgie, des référentiels par rapport aux soins oncologiques de support qui, depuis 15 ans, ont été ajustés, affinés et qui, aujourd'hui, sont référencés sous le terme de panier référentiel actualisé. Il y a deux grandes branches. La première, c'est un socle commun de soins proposés qui sont la prise en charge de la douleur, la prise en charge de besoins psychologiques, la prise en charge de l'alimentation, de la nutrition et enfin une prise en charge sociale, qu'elle soit familiale ou personnelle, voire professionnelle. À côté de ce socle gravitent d'autres soins oncologiques de support qui sont l'activité physique adaptée par des professionnels formés pour proposer une activité sportive ou physique. Et on sait qu'en termes de diminution du nombre de récidives, c'est important, notamment pour le cancer du sein. Des conseils d'hygiène de vie qui sont notamment axés pour les cancers ORL sur l'accompagnement à l'arrêt du tabac ou l'accompagnement à l'arrêt de la consommation d'alcool. Il y a également tout un pan de soutien psychologique de l'environnement du patient, parce que aujourd'hui, avec tout le déploiement des thérapies systémiques, on sait que quand un patient dans son environnement et se place de façon plus sereine, ben, la maladie sera plus facilement prise en charge et il sera plus moins gêné par les effets secondaires de la maladie en étant entouré des siens. Il y a également deux volets qui sont l'attention à la fertilité. Certaines thérapies chimiothérapiques ou immunothérapies peuvent entraîner des stérilités. Donc, il y a une grande attention portée en accord avec le domaine de la gynécologie et des services de stérilité, une attention particulière sur la fertilité et également une prise en compte de l'image corporelle des patients, notamment après chirurgie du sein ou après chirurgie de la prostate, mais également avec, comme on vous l'a expliqué, quand il y avait possiblement des stomies, sur le regard de l'autre et le regard sur soi, sur son corps, sur l'image corporelle dans son couple et par rapport à soi-même. Voilà un peu comment se déplient les soins oncologiques de support autour de la pathologie cancéreuse. Il est intéressant de voir que en 15 ans, nous sommes passés d'une prise en charge centrée sur la maladie à une prise en charge qui est beaucoup plus large, qui s'appelle Parcours Santé et qui se déploie autour de la qualité de vie du patient en fonction des besoins que lui-même va mettre en place et pouvoir nommer lui-même en fonction de ce qu'il a besoin et non pas de ce que le professionnel pourrait imaginer à sa place. Comment les soins oncologiques de support se déploient à la clinique Calabé? Donc depuis 2020, depuis décembre 2020, une équipe dédiée a été formée aux soins oncologiques de support et d'accompagnement. C'est une consultation pluridisciplinaire avec 5 professionnels, une infirmière d'annonce, une assistante sociale, une psychologue, une diététicienne et un médecin qui, 2 jours par semaine, propose au cours d'une hospitalisation ambulatoire un minimum de 2h30 de consultation pour les patients. Ces consultations sont programmées par l'équipe médicale en charge du patient et il est proposé au patient un espace, un temps donné où il peut déposer sa perplexité par rapport à la maladie, ses questionnements, ses craintes. On sait que après les consultations d'annonce qui elles aussi ont été augmentées en temps, prennent le temps. On sait que les questions continuent à affluer, que les familles peuvent se retrouver un peu perplexes par rapport à ce genre de prise en charge de pathologie. Et il est proposé donc de faire le point, de regarder avec les patients comment leur vie est impactée
et de les encourager à exprimer leurs besoins pour qu'ainsi nous puissions proposer un accompagnement personnalisé à la personne en fonction de ce réellement, de comment elle s'inscrit dans son être au monde et comment elle va mettre en place des moyens pour vivre cette pathologie. À la clinique Calabé, nous avons déployé deux grands axes dans cet accompagnement qui prend le temps. Nous avons tout d'abord mis en place un bilan initial, la consultation d'annonce, bilan initial qui se fait au départ, qui est pour les patients qui vont bénéficier d'une première cure de traitement injectable, que ce soit une chimiothérapie, que ce soit une immunothérapie ou toute autre thérapie ciblée, et également sur la population de patients qui va bénéficier de traitements oral, PEROS, à domicile. Ces patients vont bénéficier donc d'une consultation avec les 5 professionnels à la demande de leur oncologue ou chirurgien qui les suit pour la pathologie. Le deuxième axe développé, c'est l'accompagnement des soins de support. C'est un accompagnement qui est proposé aux patients qui bénéficient d'un traitement injectable à la clinique Calabé et qui, la semaine précédente, seront appelés par l'équipe de soins oncologiques de support pour voir comment s'est passée leur interséance, voir quel est leur état de santé, de fatigue au moment donné et valider avec eux les modalités de la prochaine séance de traitement injectable. Le jour J, l'équipe oncologique de support rencontre le patient en fonction des besoins, déroule le plan qui a été mis en place avec le patient, avec les 5 professionnels qui sont l'infirmière, le médecin, l'assistante sociale, la diététicienne et la psychologue, mais également avec une socio-esthéticienne et une socio-coiffeuse. Et enfin, le lendemain ou surlendemain de cette hospitalisation ambulatoire, de cette séance, le patient est rappelé pour valider avec lui la tolérance de la séance et éventuellement les modalités de chambre d'implantation ou de diffuseur qui auraient été à prendre en charge au domicile. Ainsi, on peut voir que les soins oncologiques de support qui se développent depuis une quinzaine d'années concomitamment à la prise en charge des patients ont permis de se déplacer et d'ouvrir un champ différent à la prise en charge des pathologies cancéreuses, pas seulement fixé sur la pathologie palliative, mais également ouvrir le champ de la prise en charge aux pathologies cancéreuses. Et à la clinique Calabé, nous proposons un espace et du temps dédié aux patients pour qu'ils puissent se poser, ouvrir cet espace de discussion quand le chamboulement de la maladie cancéreuse vient impacter son quotidien, pour qu'il fasse partie du quotidien de la façon la plus sereine possible. Merci. Alors, peut-être qu'on va pouvoir savoir s'il y a des personnes qui auraient des questions, parce qu'on a un peu de temps devant nous, c'est ça? Pour ceux qui auraient... Ils vont devoir ouvrir leur micro à ce moment-là, je ne sais pas comment vous allez faire. Et en particulier les malentendants, s'ils ont des questions, on pourra communiquer avec eux. Est-ce qu'on peut poser une question? Oui, on vous entend. Oui, bon, ben, s'il vous plaît. Passé 75 ans, quand on a déjà eu plusieurs coloscopies avec ablation de polypes, et comme on ne connaît pas l'espérance de vie, est-ce que si l'on a encore des petits problèmes, il est conseillé de faire un test, enfin, de prendre contact avec son médecin, je sais bien.
on peut encore faire un test de dépistage, comment est-ce etc. Le test s'arrête en France à 74 ans, donc ça je ne vais pas y répondre. Pour ce qui est de la coloscopie, c'est tant qu'une anesthésie est possible et tant que la conclusion de l'examen sera prise en compte. C'est-à-dire, tant qu'on est en grande forme, sans beaucoup de comorbidité, il n'y a pas de problème, on peut aller jusqu'à 80, 85 ans, voire plus. Il y a même des patients qui sont opérés passés 90 ans parce qu'ils étaient en grande forme, avec très peu d'antécédents. Et d'autres qui ont 70 ans et tellement de comorbidité qu'on ne proposera ni exploration ni intervention. D'accord. Merci. Merci à vous. Merci. D'autres questions? Ah si, il y a une dame qui a posé une question, mais un signe. Je leur ai demandé d'écrire s'ils veulent. Cette dame? Et monsieur au-dessus, je crois aussi. Ouais, j'ai envoyé un... Il y a deux personnes en entendant qui posent des questions. J'ai envoyé un message via le chat. Francisca, je crois qu'elle a une question. Je vais voir si c'est suffisamment ou pas. On ne peut pas zoomer sur la personne, non? Ah, Francisca n'est plus en face. Si vous pouvez lui dire en langage des signes à Francisca, on ne la voit plus. Elle doit vous voir normalement. Non, en fait, le monsieur en bleu, Il y a les deux monsieur. c'est son mari. Voilà. Pose la question. Voilà. Florent, je suis Florent. Oui. J'habite à Bordeaux. Mhm. Donc j'ai une question à vous poser. Bon, je n'ai jamais fumé, je ne bois pas d'alcool. Et j'ai fait différents contrôles de santé. Et donc j'ai fait un dépistage cancer, je le fais tous les 5 ans. Et normalement, ce serait 10 ans, mais moi, je me suis dit que c'était trop espacé. Donc, je fais, on ne sait jamais. Donc, je fais ce contrôle. Et on m'a fait une coloscopie et on m'a trouvé un polype que l'on m'a enlevé. C'était un petit polype que l'on m'a enlevé. On l'a envoyé à Paris pour analyse. Et le résultat, c'était qu'il n'y avait rien de grave, qu'il n'était pas cancéreux. Donc, dans 5 ans, je referai un contrôle. Comme je n'ai jamais fumé et je ne bois pas d'alcool, je pense que ça devrait aller. Par contre, mon beau-frère a un cancer. On lui a enlevé un bout du côlon, 7 cm. Donc un petit morceau de côlon qu'on lui a donc prélevé, enlevé. Et malheureusement, 1 an plus tard, il est décédé. Voilà, donc mon frère ou mon beau-frère, je ne sais pas très bien, avait fait pas assez de contrôles, je pense pas assez de tests avant.
Ce qui fait que son cancer s'est développé sans qu'il le sache. Il a fait une intervention trop tard, malgré le petit morceau de côlon qu'on lui a enlevé. Donc moi, je n'ai pas du tout envie que ça m'arrive, donc je fais un contrôle régulier. Donc Voilà. nous, ce qu'on peut lui répondre, c'est que comme il n'a eu qu'un seul polype retiré, il peut continuer à faire les tests Hoch-Sensor, le test qu'il reçoit. Il n'a pas besoin de faire de coloscopie systématique. Non? Non, on va faire des coloscopies tous les 5 ans. Alors, je vais essayer de préciser. Il a quel âge? On fait un dépistage par test de sel si on n'a ni symptômes ni antécédents. Et ça, en effet, ça s'arrête à 74 ans en France. Mais si on a déjà eu une ablation de polype sur le plan personnel ou un antécédent familial dans la famille proche, donc les parents, les frères, les sœurs, avec ablation de polype, on fait des coloscopies tous les 3 ou 5 ans en fonction du type de polype qui ont été enlevés. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Il y a une dame qui fait des signes Francisca, mais... Peut-être elle parle à son mari. Ah, ils sont ensemble. En fait, elle parle à Ils sont son deux mari. de la même pièce. Bon, mais non, je pense pas. Donc bon, alors on va conclure cette conférence-là. On remercie tous les participants et merci aux présentateurs. Au revoir.